Une nouvelle fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, mes remerciements aux différentes structures, organisations qui sont présentes ici et d'autres qui s'excusent n'avoir pas pu physiquement prendre part à cette rencontre avec la presse. Et les organisations sont nombreuses dans différents pays d'Afrique. Le document qui sera remis aux journalistes qui sont ici présents seront signés par les différentes organisations venant des différents pays pour montrer la sensibilité et l'intérêt que celles-ci, que ces organisations portent sur l'objet principal de notre rencontre ici aujourd'hui, puisqu'il y a l'objet principal et puis il y a un objet qui vient à titre subsidiaire, puisque c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur. Il s'agit de la situation aussi politique préoccupante dans l'archipel des Comores. Donc je le dirai à titre à la fin, parce que je ne peux pas en tant qu'Africain comorien impliqué politiquement sur ce qui se passe aux Comores, ne pas faire état de la situation qui prévaut chez nous aux Comores. Mais avant toute autre chose, vous me permettrez d'inviter le public qui est ici présent, d'observer une minute de silence en l'honneur des victimes de cette tragédie en République démocratique du Congo. Donc je vous invite à nous lever puis observer une minute du silence. Merci. Avant d'aborder les sujets évoqués, je tiens aussi à remercier Amnesty International, cette organisation internationale connue pour son engagement en faveur des valeurs universelles et puis connue aussi pour sa neutralité, pour avoir laissé à notre disposition de façon gratuite cette salle qui nous permet de tenir cette conférence de presse. Et je rends aussi hommage au Sénégal pour cette occasion, puisque le Sénégal devient heureusement un carrefour des combats, un carrefour aussi d'espérance. Et puis le Sénégal est devenu un territoire africain où, heureusement, les Africains trouvent l'environnement propice et favorable pour l'expression de certaines idées favorables à l'Afrique. Venir ici aujourd'hui, nous réunir avec la presse nationale et puis la presse internationale pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport au massacre
par rapport aux différentes violations commises dans ce territoire africain. Au nord, le Sénégal, et puis au nord, les Sénégalais également. J'ai toujours cru, et je suis parmi ceux qui militent pour que nos champions soient renforcés dans leurs convictions, pour aider ceux qui rencontrent des difficultés pour s'inscrire dans une dynamique respectueuse des valeurs de droit, respectueuse aussi de la démocratie et puis de certaines valeurs qui font la fierté de l'Afrique. Bon, je tenais à le dire puisque c'est un travail qui a été mené par les bâtisseurs de ce pays et qui est poursuivi également par le peuple sénégalais puis par les nouveaux dirigeants. Nous donner cette occasion de nous exprimer pour lancer un appel à partir du Sénégal pour la paix en Afrique et actuellement en République démocratique du Congo, au nord non seulement le Sénégal, mais au nord toutes les organisations politiques de la société civile, en fait les forces vives africaines, qui, comme nous qui sommes ici aujourd'hui, souscrivent sans la moindre réserve à cet appel pour la paix. Et lorsqu'on parle de la paix, ça profite à tout le monde. Donc, ce n'est pas un message qui est lancé pour condamner un clan contre un autre, c'est un message pour la paix en Afrique que nous lançons. Donc, oui, nous avons estimé que nous aussi, lorsqu'il y avait la guerre en Ukraine, lorsque cette guerre s'était enclenchée, le monde entier s'était mobilisé comme un seul homme, comme un seul homme. Et même des dirigeants africains se sont massivement déplacés pour aller en Ukraine et puis pour aller en Russie, pour rencontrer les belligérants, essayer d'apporter une solution africaine à un problème qui n'est pas africain. C'est en leur honneur. Mais il serait aussi de leur obligation, je ne parle même pas d'honneur, mais une obligation aux dirigeants africains de se mobiliser comme ils l'ont fait dans des conflits qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, de se mobiliser comme un seul homme et se diriger sur place. Tout à l'heure, mon frère a parlé du président Diomaye, ce qui est tout à fait normal, et nous serons heureux que le président Diomaye prenne la parole, effectivement, pour dire ce qu'il pense par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais au-delà du président Diomaye, que tous les présidents africains sortent de leur silence, qui peut être interprété comme une forme de complicité, voire même une forme de résignation à un problème africain. Qu'ils se lèvent comme un seul homme, le plus vite possible. Et c'est même une urgence absolue pour l'Afrique, que l'Afrique donne un autre visage de solidarité et de fraternité. Puisque ce problème, ce conflit, touche bien sûr deux pays qui sont impliqués, mais il y a d'autres pays, ça a été dit tout à l'heure par mon grand frère, qui est à ma droite. Il y a d'autres pays, effectivement, qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Et même au-delà de l'Afrique, il y a d'autres pays également qui sont impliqués dans tout ce qui se passe dans cette région de l'Afrique. Mais il est important, et c'est de leur responsabilité, de tous les chefs d'État africains, de se déplacer le plus vite possible et se rendre sur les lieux pour imposer un cessez-le-feu. Voilà. Il est urgent, une urgence vitale, puisque ça serait un message fort que les dirigeants africains adresseront au monde entier pour dire qu'ils sont capables, effectivement, de trouver une solution africaine aux problèmes africains. Personnellement, j'ai un message, un appel à la paix en République démocratique du Congo à M. Paul Kagame et à Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Excellence, Monsieur le Président Félix
Tshisekedi. J'associe ma voix à celle des millions d'Africains affectés et préoccupés par le chaos provoqué par le conflit meurtrier à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre a déjà fait des milliers de victimes innocentes et compromet sérieusement l'avenir des Grands Lacs avec des conséquences immédiates sur l'ensemble de la sous-région. Il est de notre devoir à tous d'agir pour épargner aux enfants, aux femmes, aux personnes vulnérables et à la population de cette région africaine les souffrances inacceptables qu'ils endurent depuis des décennies aggravées par les derniers événements de ces derniers jours. Les scènes et les images de désolation de nos frères et sœurs, mères et des enfants de cette région qui ne savent où se réfugier pour fuir les scènes de violence de ces derniers jours interpellent et nous obligent. C'est parce qu'aucun Africain ne peut trouver de prétexte pour se soustraire de sa responsabilité devant l'histoire et apporter sa contribution pour la paix dans la région des Grands Lacs que je vous exhorte, Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, président Félix Tshisekedi de la RDC, à prendre ensemble la mesure de vos responsabilités historiques pour la République démocratique du Congo et du Rwanda. Il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu dans un conflit où les seules véritables victimes sont les civils innocents. La solution ne viendra ni des armes ni des discours belliqueux, mais d'une volonté commune soutenue par tous les Africains de mettre fin aux hostilités et de poser les bases d'un véritable processus de réconciliation pour l'avenir de vos pays et de l'Afrique. Aucun avenir pour nos territoires ne peut être envisagé et bâti dans un environnement marqué par la guerre. L'Afrique a besoin de vous, de ses dirigeants, de ses forces vives, de leur engagement pour la paix et pour la fin de la guerre. L'heure est venue d'écrire une nouvelle page, celle de l'unité, du respect mutuel et de la coopération pour le développement de notre continent. Il est du devoir de chaque Africain, de tous les Africains et de toutes les organisations africaines de s'engager pour le retour de la paix en Afrique et dans le Grand Lac en particulier. Je vous appelle solennellement à initier sans délai des pourparlers directs pour instaurer un cessez-le-feu et bâtir ensemble un avenir stable. L'histoire retiendra ceux qui auront œuvré pour la paix et jugera le choix fait aujourd'hui. Soyez ces hommes d'État dont l'Afrique a besoin en acceptant une médiation africaine. Dakar, le 29 janvier 2025. Merci. Bon, donc c'est le message à la paix que j'ai tenu modestement en tant qu'Africain, engagé et préoccupé par ce qui se passe dans cette région d'Afrique, tenais à adresser aux deux chefs d'État concernés, mais en réalité, ce message s'adresse à ceux qui ont le destin de l'Afrique entre leurs mains. Ceux qui décident pour notre avenir ont une responsabilité colossale. Mais comme nous sommes aussi des forces vives et que nous pensons à juste titre aussi incarner les préoccupations des peuples d'Afrique, nous ne laisserons personne, qu'il soit dirigeant, chef d'État, nous ne laisserons personne tranquille entraîner une guerre et des morts, et notamment des victimes innocentes. Nous allons nous mobiliser à l'ouest de l'Afrique, au nord, à l'est, au sud, au centre. Nous assumerons nos responsabilités. Nous ne pourrons pas, quels que soient les motifs, et notamment les motifs complètement futiles, laisser l'Afrique sombrer parce qu'il y a des gens qui sont préoccupés par des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de notre continent. C'est de notre responsabilité et nous l'assumerons. Et ils ne laissent pas l'Afrique tranquille, nous ne les laisserons pas tranquille non plus. C'est de notre devoir,
C'est le devoir de toutes les organisations, celles qui sont là et celles qui ont déjà donné leur accord pour aller vers ce processus de réconciliation. Il y a des initiatives qui seront prises, puisque nous allons prendre des initiatives qui sont en cours d'examen, qui sont en cours d'homologation, mais nous prendrons des initiatives pour contribuer aussi à notre niveau à l'émergence, ici chez nous en Afrique, d'un espace de paix et puis un espace de fraternité. Ça ne doit pas être des mots vains lancés comme ça, non. La paix doit être une réalité en Afrique. Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Je ne vois pas pourquoi la guerre qui se passe en Ukraine mobilise autant l'attention internationale, mobilise autant les moyens internationaux, et ce qui se passe en Est du Congo est considéré comme étant un conflit africain. Alors que ce n'est pas un conflit africain, c'est un conflit qui implique à la fois des États africains, mais aussi des États européens, des Occidentaux également. Donc, nous allons mobiliser toutes les organisations et les instances habilitées, spécialisées, qui sont habilitées à porter, à contribuer à la recherche d'une solution durable. Mais nous ne pourrons pas non plus nous taire sur ce qui nous semble, sur ce qui pose quand même des questions. Ce qui se passe au Congo en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Ça fait déjà des décennies que ce conflit est enclenché. Il y a des rapports qui sont établis, qui indiquent que ce qui se passe en ce moment est tout sauf le fruit du hasard. Tout le monde savait. Et les organisations internationales spécialisées et les institutions internationales le savaient également. Et ces organisations sont implantées dans les zones à conflit. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, et à juste titre, de savoir pourquoi ils ont laissé faire. C'est ça la question. Pourquoi ils ont laissé faire? La dégradation du climat sécuritaire n'est pas tombée par hasard. Donc il y a des responsabilités qui doivent être clairement définies pour prévenir et empêcher d'autres conflits à venir. Et la responsabilité des organisations continentales, moi je parle panafricaine, l'Union africaine également, doit être posée. Lorsqu'on arrive jusqu'à un niveau de démission qui peut être formulé même sous forme de complicité par rapport à ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a des responsabilités, et puis il y a des complicités, et puis il y a des démissions, et puis il y a une incapacité des organisations de notre continent à assumer leurs responsabilités, puisque tout ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo, ce sont des faits précis, ce sont des crimes qui sont prévus, punis par la charte de l'Union africaine. Je ne parle même pas de la charte de l'Union des Nations Unies, mais je parle des chartes des différentes organisations sous-régionales et puis continentales, panafricaines. Mais à quoi ça sert ces chartes? À quoi ça sert ces institutions qui sont budgétivores, qui réunissent autant de moyens, autant de fonds, justement pour prévenir et empêcher ce genre de conflits? Ça, c'est à nos organisations politiques, des forces vives africaines, d'assumer aussi leurs responsabilités, et nous le ferons. Nous devons aller les voir, les interpeller, pour dire que non, elles ont failli. Il faut corriger. Il nous faut nécessairement ces organisations. C'est très, très, très important. Mais lorsque ça ne va pas, il faut le dire pour pouvoir corriger. Nous ne pourrons pas maintenir des incapables et des incompétents à la tête de nos organisations sous-régionales et nos organisations panafricaines. Non, ce n'est pas possible. Des gens qui sont là juste pour remplir leurs poches, pour voyager en première classe, et puis narguer les victimes par des compromissions. Ça, ce n'est pas possible. Et nous tenons absolument à le dire. Il n'y a que le Sénégal, heureusement, en Afrique, qui donne cette possibilité de crier haut et fort et puis lancer ce message de paix pour l'Afrique. Voilà.
Bon, s'agissant des Comores, puisqu'on me l'a rappelé effectivement, je pensais tenir une autoconférence de presse pour parler des Comores, pour ne pas diluer cette question de la RDC qui quand même mobilise toute l'Afrique. Et je pense que dans les prochains jours, j'inviterai la presse pour parler des Comores. Mais il y a effectivement, à l'instant où je vous parle, un des frères militants politiques qui est professeur d'université, qui observe depuis lundi, si je ne me trompe pas, une grève de la faim. En fait, ça fait déjà 8 jours. Il observe une grève de la faim, c'est quand même une épreuve extrêmement difficile pour la simple et bonne raison, ça fait déjà 1 an qu'il est arbitrairement détenu à la maison d'arrêt de Moroni sans motif légitime. C'est un leader politique, professeur d'université, et il a une vision et des idées politiques qui sont complètement opposées à celles du dictateur qui a pris le Comore en otage. Et parce que ces idées leur semblent dangereuses, puisque c'est des idées qui prônent la démocratie et les libertés, ils n'ont pas trouvé une solution pour discuter avec lui, si ce n'est l'emprisonner depuis 1 an, depuis qu'il est en détention provisoire, si on peut parler de détention provisoire, puisque pour nous, la détention provisoire doit reposer sur un motif légitime, et puis la détention a une durée de 4, 8 mois maximum, et ça fait déjà 1 an et quelques jours qu'il est en détention. Il n'a jamais été confronté à un juge. Donc pour nous, il s'agit simplement d'une séquestration. Bon, donc effectivement, je ne pouvais pas ne pas évoquer son cas, puisque c'est un cas, c'est un problème qui touche un principe fondamental. Il s'agit d'une question de liberté et puis de l'arbitraire également. Bon, s'agissant de la politique comorienne, nous aurons l'occasion dans d'autres, très très prochainement, pour revenir sur l'actualité, mais effectivement, cette actualité liée à un problème de liberté et de détention arbitraire et puis de la faim méritait effectivement une prise de position en présence de la presse internationale. Merci. Donc, il y a la Fédération des étudiants et stagiaires africains qui sont là. Voilà, ce monsieur dont il parlait tout à l'heure, c'est Dr Ahmed. Dr Ahmed, c'est un doyen de faculté en France et il est membre du mouvement pour la citoyenneté africaine. Et il a été candidat